Le médiateur des banques, des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés et de la Poste a pour mission de régler à l'amiable les différends qui surviennent entre ces opérateurs de services financiers que je viens de citer et leur clientèle ou usagers dans le cadre donc des prestations qui leur sont offertes. Mais comment justement accéder au service de la médiation? Il faut dire que la saisine du médiateur est soumise à un formalisme allégé. Le client qui s'estime lésé dans ses droits doit faire parvenir un écrit au médiateur. Nous avons mis en place d'autres modalités de saisine. La saisine en ligne, c'est-à-dire c'est un imprimé préétabli et téléchargeable dans le site de l'Observatoire. Autre canal, se rapprocher des chambres de commerce qui ont un stock d'imprimés où le client doit expliciter de façon très sommaire donc, ses prétentions. C'est vous dire donc tout le souci que nous avons de démocratiser donc, cette médiation. Parce qu'une chose est de créer un dispositif dont on estime qu'il est utile pour les usagers, mais autre chose également est de permettre à ces personnes de disposer de cet outil. Voilà pourquoi donc nous faisons des campagnes de sensibilisation et d'information sur le dispositif de médiation. Il faut dire également que le médiateur est assujetti à un certain nombre de règles déontologiques. L'indépendance, la neutralité, l'impartialité et la célérité, et surtout la célérité. À l'opposé de la justice, où les dossiers peuvent durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, le médiateur est tenu dans un délai de 2 mois de rendre un avis, à compter du moment où toutes les pièces justificatives nécessaires ont été donc portées à son attention. De 2010 à 2016, nous avons eu à traiter donc 1051 dossiers. Ça concerne aussi bien les banques, les systèmes financiers décentralisés. Nous avons également ce que nous appelons des consultations, au nombre de 2717. Quand nous disons consultation, nous avons mis ici en place, nous avons opérationnalisé un numéro vert, au travers donc duquel numéro vert interagissent les clients et les experts. Donc lors desquels entretiens, nous arrivons toujours à désamorcer un certain nombre de litiges potentiels, puisque le taux de transformation, litige potentiel, litige réel est très faible. Ça tourne autour de 5%. Il y a une évolution d'abord croissante des dossiers de 2010 à 2015, avec en 2010 80 dossiers, en 2011 104 dossiers, en 2012 117 dossiers, en 2013 136 dossiers et un pic a été observé en 2014 où on a battu vraiment le volume des dossiers qui ont été enregistrés au niveau des services de la médiation, avec un chiffre qui tourne autour de 274 dossiers. Après l'année suivante, notre enthousiasme s'est, j'allais dire, effrité ou émoussé. On est passé de 270 dossiers à 259 en 2015. Et en 2016, de 259 à 135. Ça veut dire, à travers cette chute-là, qu'au moins les banques ont commencé à apporter en tout cas une attention particulière aux réclamations. Alors si on s'intéressait un tout petit peu à la répartition justement de ces 1051 dossiers suivant le profil des requérants, on verrait que 56,7% donc concernent des dossiers qui proviennent des personnes morales. Les dossiers qui mettent en cause un opérateur de services financiers, une banque par exemple, sont au nombre de 55%, alors que les dossiers dans lesquels un SFD est impliqué sont de l'ordre de 44,8%. Vous voyez, donc la différence n'est pas énorme. Donc l'examen des réclamations durant la période sous revue, je veux parler de 2010 à 2016, a permis de sérier différentes catégories, n'est-ce pas, de litiges, dont les plus récurrents se rapportent au rachat de crédit. Quand on parle de rachat de crédit, c'est les difficultés auxquelles sont confrontés certains clients qui désireraient changer de banque. On devrait justement arriver à faciliter en tout cas cette mobilité bancaire.
Mais dans la réalité, le client il rencontre énormément de difficultés pour obtenir les documents administratifs. Je veux parler de l'attestation de non-engagement. Et pour l'obtention duquel il faut faire 3 mois ou 4 mois. À côté de ce délai anormalement long, il y a également le coût exorbitant des frais liés à l'obtention de ce service. Avec, fait vraiment extraordinaire, des disparités, n'est-ce pas, dans la facturation de cet acte. Pendant qu'un opérateur de services financiers facture une attestation de non-engagement à 20 000 francs, un autre opérateur facture ce même papier à 40 000 francs. D'autres à 50, 60. Et même, on voit un opérateur qui facture à 87 500. Imaginez. Autre difficulté, c'est les difficultés donc, auxquelles sont confrontés les clients dans le cadre du remboursement de leur crédit. Ces difficultés sont consécutives à la survenance d'un événement. Ça peut être un événement malheureux, j'allais dire. Ça peut être la perte d'emploi. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le papillonnage financier. Un client donc, qui a domicilié son compte dans une banque X, domicilié un autre compte dans une banque Y, qui cumule 2 prêts avec un salaire moyen, ce client-là, à l'échéance, ne pourra pas honorer donc, ses engagements. Il y a également le détournement d'objectifs. J'emprunte de l'argent. Cet argent est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles cet argent-là donc, a été affecté. Nous l'analysons ici sous l'angle d'un manquement à une obligation précontractuelle mise à la charge de l'opérateur. Parce que tout simplement, lors de l'entrée en relation, l'opérateur doit mettre à la disposition du client tous les documents susceptibles de lui permettre de mieux comprendre la portée de ses engagements. Parce que quand on appose une signature sur une convention de crédit, on est lié. Et par conséquent, c'est intéressant que cette convention de crédit-là soit portée à la connaissance du client en cas de crédit. Le tableau d'amortissement soit également porté à la connaissance du client. Mais dans la pratique, on voit que les clients, en tout cas, se plaignent de ce que ces documents qui sont réputés substantiels dans le cadre du contrat ne leur sont pas communiqués. Et ça, c'est vraiment un problème réel auquel ils sont confrontés. Voilà, donc c'est les rachats de crédit, comme je l'ai dit, pour ramasser, les difficultés de remboursement donc des crédits, le déficit d'information et les dysfonctionnements liés à l'usage des GAP, guichets automatiques de billets. La machine tombe en panne par suite d'une perte de réseau. Ou alors, la machine, les sous ne sortent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture dans l'approvisionnement en liquidité. Et donc, tout ça, c'est des sources vraiment préjudiciables aux clients. On rencontre qu'au niveau des opérations de rachat de crédit, ce qu'on appelle les remboursements anticipés de crédit, 40% des dossiers qui sont soumis à la médiation mettent en cause des SFD. Il en est de même également pour les difficultés de remboursement de crédit, où on retrouve également la même proportion impliquant des SFD, 40%. Alors maintenant, pour ce qui est le déficit d'information, c'est à peu près les mêmes pourcentages qu'on retrouve aussi bien dans les banques qu'au niveau des SFD. Et par rapport à tous ces litiges qui ont été répertoriés, pour chaque type de litige, nous avons élaboré ou formulé des recommandations. Et ces recommandations, ça vise les autorités étatiques et monétaires, ça vise, n'est-ce pas, les opérateurs de services financiers. Pourquoi ce rapport de médiation dans lequel on consigne justement ces recommandations sont portées à l'attention donc des autorités étatiques et réglementaires? Parce que justement, c'est des autorités qui ont en charge la réglementation. Et aujourd'hui, le caractère quelque peu généraliste des textes, quand vous voyez loi bancaire, loi sur les SFD, et puis dans des domaines, il n'y a pas de législation avant l'entrée en relation, la mise à disposition des conventions de crédit, la mise à disposition du tableau d'amortissement, ça n'existe pas. Et donc tout ça, c'est permis par le caractère généraliste des textes. Et à travers les recommandations que nous faisons justement, on peut dire aux autorités en charge de la régulation donc, du secteur financier,
Voilà les problèmes auxquels sont confrontés. Voilà ce que nous estimons en tout cas nécessaire pour justement apporter plus de protection aux clients. Pour également augmenter le taux de bancarisation. Parce que moins les clients auront confiance au système bancaire, moins il y aura donc de personnes bancarisées. Et ça va influer par extension sur l'inclusion financière.